L'exposition Ultime Combat, sur laquelle nous avons travaillé avec Stéphane Duménildo, spécialiste des cinémas d'Asie, propose de présenter un grand sujet de société, des civilisations d'Asie, et qui est aussi un des grands thèmes des cinémas asiatiques. Le parcours de cette exposition propose de remonter à la fois à la mythologie, à l'histoire, souvent teintée de fiction, de ces arts martiaux, et puis aussi d'évoquer la pratique de ces différentes disciplines martiales. Le parcours de l'exposition propose 3 grandes parties. Donc la première qui est consacrée aux mythologies en lien avec ces arts martiaux d'Asie, et qui sont originaires d'Inde puisqu'il s'agit de mythologies hindou-bouddhiques qui se sont diffusées ensuite à l'ensemble de l'Asie. Une seconde partie est consacrée aux arts martiaux chinois et leur lien plus ou moins historique ou légendaire avec le temple Shaolin notamment, qui a inspiré le cinéma de kung-fu hongkongais. Et puis une dernière partie sur le Japon et les arts martiaux japonais, qu'on appelle aujourd'hui les Budo, et leurs origines avec les anciennes techniques de guerre des samouraïs. L'exposition débute avec le combat mythique. Donc l'introduction a été un petit peu conçue comme l'entrée d'un temple avec ses gardiens qui ouvrent le parcours. Elles ont gardé un aspect parfois assez farouche, assez effrayant. Cette première partie sur le combat mythique évoque ensuite les divinités guerrières dans l'hindouisme, puisque le combat dans les religions indiennes et dans les arts indiens possède plusieurs niveaux de sens. Bien sûr, il évoque le rapport étroit que les arts ont entretenu avec les élites militaires qui les ont patronnés. Le combat possède aussi bien sûr une dimension métaphorique dans les arts hindous et bouddhiques, puisqu'il évoque le processus de libération individuelle, que ce soit à travers la dévotion pour l'hindouisme ou la connaissance pour le bouddhisme. Le combat mythologique est évoqué à travers notamment le récit du Ramayana et aussi le récit du Mahabharata, qui sont les 2 grandes épopées indiennes et qui mettent en scène les batailles divines à travers les incarnations de Vishnu, donc les avatars de Vishnu lorsqu'il vient combattre des démons pour restaurer l'ordre cosmique divin. Le Ramayana est illustré notamment à partir de peintures, à travers des masques de théâtre, des figurines de théâtre d'ombre d'Asie du Sud-Est, puisque le Ramayana est un récit de la diffusion de l'hindouisme aussi à l'ensemble du monde indien. Il a été largement repris dans toute l'Asie du Sud-Est sous différentes formes locales. Le voyage vers l'Ouest fait la transition avec la deuxième partie de l'exposition sur les arts martiaux chinois. C'est un classique de la littérature chinoise qui raconte le périple du moine bouddhiste Xuanzang, parti de Chine jusqu'en Inde à la recherche de textes religieux, des sutras. Et sur son chemin, Xuanzang rencontre des démons, dont le principal est Sun Wukong, le roi singe, et qui deviendra aussi une divinité tutélaire pour un grand nombre d'écoles martiales chinoises. Le cinéma, de façon assez naïve, va reprendre cette imagerie avec les dieux tout en bleu, les démons, Hanuman, le roi singe, etc. C'est des films qui sont intéressants puisqu'ils sont en prise directe avec l'âme du peuple. Les acteurs sont vénérés comme des dieux. Il y a quelque chose qui est à la fois naïf et extrêmement sincère dans le rapport aux images. Les films sont des cérémonies, en réalité. La seconde partie de l'exposition est dédiée aux arts martiaux chinois et elle débute avec le temple Shaolin, qui est le berceau plus ou moins historique ou légendaire d'un grand nombre d'écoles martiales que l'on regroupe aujourd'hui sous le nom de Kung Fu. Lorsqu'une dynastie mandchoue d'origine étrangère prend le pouvoir en Chine, le temple Shaolin devient une force rebelle et c'est ce qui va largement influencer le cinéma, inspiré de nombreux films autour du thème mandchou contre Shaolin. Quand on voit un film de la Shaw Brothers avec des moines Shaolin qui s'entraînent pour se battre contre les envahisseurs mandchous, alors à la fois on a le film historiquement dans quel contexte
il s'inscrit, c'est-à-dire, bon, on est dans les années 60 ou 70, la Shaw Brothers, c'est l'Hollywood de Hong Kong, avec un véritable star system, avec des studios, avec des techniciens et des acteurs qui habitent sur place. Ils tournent en permanence, c'est vraiment une industrie, quoi. Ils ont produit un nombre quand même incalculable de films. Et en même temps, on a une histoire qui est racontée, qui est une légende, la légende des moines Shaolin, avec des éléments historiques qui sont vrais. On a aussi un versant symbolique qui nous dit les Qing, les Mandchous, les barbares du Nord qui vont s'emparer du pouvoir, c'est aussi une allégorie de la Chine communiste. Les moines bouddhistes, traditionnellement, bien sûr, ne pratiquaient pas les arts martiaux, puisque le bouddhisme exclut toute forme de violence. Dès la période Tang, dès le 7e siècle, les moines Shaolin sont recrutés en renfort des armées impériales pour défendre le régime contre des invasions étrangères ou des dynasties rivales. On voit ici, dans cette grande vitrine, un objet vraiment important de l'exposition et central, puisqu'il s'agit de la tenue militaire d'apparat du dernier empereur Qing, donc la dernière dynastie chinoise, et c'est cette tenue que l'empereur portait pour passer en revue les troupes avant les batailles. Dans cette salle sont présentées pour la première fois 3 peintures impériales des collections du musée du Quai Branly-Jacques Chirac, et qui sont donc des peintures de période Qing du XVIIIe siècle et sur lesquelles on peut voir l'empereur Yongzheng, qui est l'empereur qui aurait commandité les destructions du temple Shaolin. À partir du XIIe siècle, les moines Shaolin possèdent déjà leur propre technique de combat, utilisant notamment le bâton monastique, mais aussi d'autres armes, dont on peut voir certains exemples ici dans le couloir des armes, avec ses lances, ses sabres, ses armes simples ou doubles, et puis aussi ses armes articulées, avec des chaînes permettant d'augmenter la maniabilité et la vitesse. Les moines Shaolin ont également développé des techniques utilisant le souffle, qui étaient exercées à travers la pratique de la méditation bouddhique. Et ce souffle servait à la fois à développer la force physique, mais aussi la préparation mentale avant les combats. Donc les moines Shaolin, lorsqu'ils ont dû combattre, ils ont évidemment intégré leur entraînement et leur technique de combat à leur pratique religieuse. À partir du XVIIe siècle, les écoles qu'on a appelées internes, comme le Tai Chi, donc qui est le style interne le plus connu, ont développé cette idée de force intérieure. Les arts martiaux chinois s'intègrent dans plus de 2000 ans de tradition de gymnastique thérapeutique, de connaissance du corps, à travers aussi l'utilisation d'anciennes techniques médicales comme l'acupuncture, et qui consistait à mettre le corps en relation avec les forces et l'équilibre de l'univers. Le parcours est ponctué d'extraits de films, puisque le cinéma a largement contribué à la connaissance et à la pratique des arts martiaux dans le monde entier, notamment à travers, bien sûr, la figure iconique de Bruce Lee. Quand on voit le personnage de Bruce Lee, on se rend compte que c'est un corps, il n'y en a pas eu comme lui avant et il n'y en aura plus après. Voilà, c'est vraiment un corps unique. C'est un personnage qui maîtrise l'espace, qui maîtrise la vitesse, qui maîtrise le temps et qui maîtrise son corps avec une telle capacité, une telle invention. Je pense que c'est absolument inédit. Bruce Lee était d'abord un pratiquant de Wing Chun et un élève de Ip Man, un des descendants des 10 tigres du Guangdong, eux-mêmes issus des maîtres rescapés du temple Shaolin. Cette troisième partie de l'exposition consacrée aux arts martiaux japonais est aussi très scénarisée, très scénographiée, puisqu'elle remonte à cette idée du Bushido qui se construit finalement assez tardivement, à la fin du XIXe siècle, et qui va consacrer cette figure classique du samouraï, homme d'épée et d'esprit totalement dévoué à la voie du guerrier. On a pris une période historique qui est le moment où le clan Tokugawa a remporté toutes les guerres, règne sur le Japon et commence donc l'ère Edo dans les années 1600 à peu près. Et tous ces clans
vont se mettre à licencier. Les samouraïs licenciés vont essayer de rejoindre la vie civile, mais c'est très difficile pour eux. C'est des gens qui se sont battus toute leur vie. Et donc, ils deviennent des ronins, c'est-à-dire des samouraïs sans maître. Et ils vont donc vendre leurs sabres aux plus offrants. Alors bon, ça peut être un petit clan vindicatif qui a envie de bouffer le clan voisin. Ça peut être des bandits aussi. Donc c'est les Yakuza qui naissent aussi à cette époque-là. Et donc le cinéma va s'emparer de cette figure du ronin, qui est un peu l'équivalent du Lonesome Cowboy hollywoodien, voilà, qui erre, qui va de village en village, etc. Et le cinéma reste l'art qui laisse une empreinte, en fait, de ses corps et de ses pratiques. L'art majeur des arts martiaux, c'est le cinéma. Donc le cinéma a vraiment fait la promotion de figures inédites. Il faut imaginer, par exemple, en effet, les spectateurs des années 50, en Occident, en France, qui étaient habitués au western, qui soudain ont vu arriver les films d'Akira Kurosawa, les 7 samouraïs, et qui ont vu ces guerriers avec des sabres se battre dans la boue. C'était quelque chose de tout à fait spectaculaire. Cette vitrine présente un ensemble exceptionnel d'armures issues des collections du musée de l'armée et du musée du Quai Branly Jacques Chirac. Et l'idée de cette présentation était de reprendre un éclairage inspiré du cinéma d'Akira Kurosawa pour évoquer cette fin de l'âge des samouraïs, le crépuscule de l'âge des samouraïs, et qui est la période à laquelle se constituent les arts martiaux contemporains japonais qu'on appellera plus tard les Budo. Nous sommes ici devant le mandala du groupe des rois de science. Donc c'est une œuvre tout à fait exceptionnelle. Autour du personnage central qui est Fudomiyo, armé de son sabre, se trouvent donc 4 autres rois de science disposés dans les 4 directions. Et cette iconographie à la fois martiale, donc ce sont des personnages qui sont armés de sabres et de lances, est aussi une représentation de la connaissance du Bouddha et de sa diffusion universelle dans les différentes directions. On peut trouver dans l'exposition, évidemment, des magazines, des revues, des mangas, des romans. Bon, ça c'est pour montrer que l'art martial n'est pas uniquement cinématographique, mais c'est un genre littéraire, en fait, aussi. Je pense au manga de Hirata, par exemple, qui est vraiment le Kurosawa du manga. Je veux dire, c'est un calligraphe et c'est quelqu'un qui fait des recherches historiques extrêmement précises. Quand il dessine une armure, il y a tous les tressages, c'est absolument parfait. Nous sommes dans l'univers des femmes yakuza. Alors les yakuza, ce sont les organisations mafieuses, criminelles japonaises. Et les yakuza se revendiquent de l'esprit samouraï. Ce seraient les derniers à porter encore les valeurs du code de l'honneur. Le monde des yakuza est un monde extrêmement masculin. C'est-à-dire que le mythe de la femme yakuza, c'est une création imaginaire qui s'est diffusée dans le manga et dans le cinéma. Nous avons demandé à une artiste japonaise contemporaine de Tokyo, Rina Yoshioka, de faire spécialement pour l'exposition une peinture de femme yakuza. Et Rina, c'est quelqu'un qui travaille l'image de la femme de l'ère Showa. Ce qu'on appelle l'ère Showa, en général, ce sont les années 60 et 70. C'est toute l'esthétique des années 60 et 70. Et la figure féminine occupe une grande place dans cette iconographie. Et pour l'exposition, donc, elle a représenté une femme yakuza. Le symbole de cette femme est une fleur d'équinoxe. Et la fleur d'équinoxe devient une traînée de sang. Et donc là, on voit comment des femmes s'approprient des attributs héroïques, généralement réservés aux hommes. Dans cette salle, donc, on peut voir cette frise chronologique qui propose un aperçu de l'histoire des arts martiaux japonais, de leur lien avec l'époque féodale et avec les techniques de combat des samouraïs. Et on peut y voir le kimono de Clarisse Abguenienou, marraine de l'exposition, et qui représente le judo qui avait été créé, bien sûr, en 1882 par Jigoro Kano et qui fut le premier des budo, des arts martiaux contemporains japonais. Cette partie est un petit peu voilà, une conclusion de l'exposition autour du combat du futur, en fait, de ces robots dont les armures et les casques évoquent directement les armures de samouraï. Les robots dans le manga et les animés japonais commencent dans les années 60
avec Astro Boy, bien sûr, créé par Tezuka, le père du manga, qui a créé un grand nombre de genres de mangas. Et il sera suivi par d'autres robots de plus en plus sophistiqués et géants, pour arriver, bien sûr, dans les années 70, à l'œuvre de Go Nagai, le créateur de Mazinger et de Goldorak, qui va fixer les codes du genre avec ce qu'on va appeler les mechas, donc du terme mécanique, et qui sont ces grands robots pilotés aux armes ultra sophistiquées. Nous sommes ici en face de Blackfire, le grand robot conçu par les studios de cinéma thaïlandais QFX Workshop de Bangkok et qui est un hommage à la pop culture japonaise autour de ces robots qui s'inspirent des armes, des armures et des casques de samouraïs.